C'est bon. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette heure très matinale. En fait, je ne sais pas si vraiment on est ravis, Jacques, parce que c'est vraiment tôt. Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Jacques Midali. Voilà. Le titre, hein, vous avez l'habitude de ces petits déj en fait de l'illégal. Le titre aujourd'hui, c'est la récidive est notre métier. On a voulu vous faire part en fait de la saga d'une famille d'illégaux qu'on connaît très 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 bien, Jacques et moi, parce que avant d'être présidente j'étais présidente de la commission de répression d'exercice illégal, et avant d'être présidente de la commission de répression d'exercice illégal, j'étais membre de la commission depuis à peu près 2004, et cette famille, elle nous a pas mal suivis. Donc, Jacques Midali, commandant de police honoraire, ancien délégué à la lutte contre l'exercice illégal des fraudes à notre ordre préféré, Conseil régional d'Île-de-France. Et c'est Jacques qui a rédigé un livre l'année dernière, celui dont on vous parle à chaque fois. Donc là, on l'a en live. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez dans ce format qui est assez court. Donc, on va commencer. Alors, on vous a fait un petit plan. L'origine familiale, le contexte, la clientèle, le mode opératoire et l'arrivée d'un monde judiciaire en 2009. Je vais laisser bêtement la parole à Jacques, qui connaît par cœur cette affaire et qui nous la raconte comme une saga radiophonique. Radiophonique. Merci Virginie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une affaire effectivement très particulière, puisqu'elle met en scène en fait une famille de réfugiés à l'origine dans les années 70 qui arrivaient du Proche-Orient. C'est une minorité qui est d'ailleurs, enfin pour la petite histoire, qui est persécutée dans un pays du Proche-Orient. Si tu veux regarder la caméra, c'est sympa. Alors moi, je regarde l'écran. La caméra, c'est là-haut, Jacques. Je me trouvais très bien à l'écran, mais c'est là-haut. Donc, cette famille s'installe en région parisienne dans les années 70, et le papa est comptable. Et il a 2 fils. Le papa est comptable, il faut faire manger la famille, les temps sont durs. Donc, ne sachant faire que de la comptabilité dans son pays d'origine, ma foi, il s'installe en France. Et pour faire bouillir la marmite, donc, il fait de la comptabilité, il exerce illégalement déjà à l'époque le métier de comptable illégal. Deuxième point qui est important sur le fond, en fait, c'est le problème de la récidive. Cette récidive qui est une plaie au niveau de ce délit. Alors, récidiver, ça veut dire recommettre dans un délai donné, en général c'est 3 ans, le même type d'infraction que l'infraction pour laquelle on a été condamné à l'origine. Voilà. Donc, la récidive est quelque chose qui nous colle à la semelle, en fait, parce que les redoutables, les illégaux les plus redoutables, en fait, sont des récidivistes. Voilà. Et ça dure, pour vous donner un ordre d'idée, là, on démarre quand ils ont 16 ans, ils commencent à exercer dans le cabinet de papa. Ensuite, ils vont à l'armée, et quand ils reviennent de l'armée, ils sont chargés de clientèle, mais toujours dans ce cabinet illégal dont la clientèle est constituée à 80% de coreligionnaires, en fait, qui sont, pour cette minorité-là, 100 000 environ en France. Donc, je ne parlerai pas de la minorité en tant que telle, on ne citera pas de nom. Exactement, hein. On ne vous donnera pas de nom. Les prénoms qui sont mis sont fictifs, tout est anonymisé. Sauf le fond de l'histoire, qui est une histoire vraie. Voilà. Donc, ils font leurs armes, donc, leur retour de service militaire. Pour vous donner un ordre d'idée, donc ils démarrent, ils ont 16 ans, ils ont maintenant le plus âgé à 60 ans et le deuxième à 55 ans. Donc c'est aussi une histoire qui dure. Ils ne sont pas allés, jusqu'à présent, ils n'ont pas été incarcérés. On va voir un petit peu comment les choses sont passées sur le plan judiciaire, mais ils ont réussi finalement à échapper à la sanction ultime, sauf qu'à force de pousser le bouchon, si vous voulez, il y a un moment où il va bien falloir franchir le pas, et le pas qui les attend sans être grand clair, en fait, c'est sans doute la prison ferme, au moins pour un des deux. Mais enfin, notre objectif n'est pas de mettre les gens en prison, c'est de faire cesser une infraction. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés pour châtier, en fait, ce genre d'illégaux qui sont vraiment des dangers. Leur portefeuille, c'est 400, 350, 400 clients. Donc, ça, même s'ils ne sont pas des clients, si vous voulez, peut-être de grosses sociétés, de PMU ou
c'est quand même important parce que ce sont des gens qui sont des bons commerçants, qui ont beaucoup de commerce, qui ont beaucoup de restaurants, de choses comme ça. Donc, si vous voulez, ça tourne. Alors, le produit de l'exercice illégal, ça leur permet de bien vivre, puisque je vous dis, s'il y a environ 400 clients, il y a des chiffres d'affaires qui sont intéressants liés à ce type de portefeuille. Et puis, c'est quand même intéressant, puisqu'il y en a un, si je regarde un petit peu mes notes, qui a acquis un appartement en 2005 de 150 mètres carrés, rue du Ranelagh à Paris. C'est un appartement qui, à l'heure actuelle, est estimé à 3 millions d'euros. Bon, donc, quand on dit les illégaux, finalement, ils rament, ils sont un petit peu à la ramasse sur le plan financier. Non, il y a de grosses ressources qui sont liées à leur activité irrégulière. Et c'est d'autant plus facile que les mensualités, par exemple, de cet appartement, sur une partie de la procédure qu'on a pu lire, au niveau de l'origine des ressources, étaient financées directement par des chèques clients. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de problème. C'était directement du producteur au consommateur. Alors, j'ai une petite question, il y a une petite remarque de Stéphane, on y répondra peut-être après. Oui. Encore une histoire qui met en évidence l'incapacité de l'ordre à réagir rapidement et efficacement. Alors, Stéphane? C'est un Stéphane qui nous demande. D'accord, Stéphane, non. Le problème, c'est que l'ordre réagit rapidement, sauf qu'on n'a quand même pas les moyens de mettre les gens en garde à vue, de les juger, de les incarcérer. Bon. Donc, on dépend naturellement du timing judiciaire qui a été perturbé, vous le savez, ces dernières années, notamment par l'épisode Covid, ce qui nous a fait prendre un retard assez considérable au niveau simplement des audiences de jugement, et puis même du fonctionnement des services d'enquête, en fait, où il est bien évident qu'à une époque, les enquêtes étaient, sauf des enquêtes exceptionnelles qui se déroulaient dans des conditions très compliquées sur le plan de la protection sanitaire, sinon ça a été très compliqué à gérer. Donc on a pris du retard, mais d'une manière générale, on a finalement une rotation, si vous voulez, sans faire de l'autosatisfaction. Ce sont des choses qui sont audiencées plus ou moins rapidement, aussi en fonction, bien sûr, de la réactivité des enquêteurs, des parquets, mais aussi de la complexité des affaires. Ça, c'est important. Une affaire complexe. On verra que cette affaire-là a un épisode compliqué, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une instruction. Il y avait 2 affaires, on en reparlera. Donc, si vous voulez, on n'a pas la maîtrise, en fait, des procédures et surtout des délais, puisque vous savez qu'il y a un contentieux pénal qui est énorme dans ce pays. Tous les jours, il y a des faits divers qui nous montrent que c'est très compliqué, même pour des affaires qui sont extrêmes. Donc, avec notre exercice illégal, si vous voulez, on rame, ça va doucement, mais on avance et on s'accroche. Voilà. Non, mais en fait, Stéphane, on a 2 options à l'ordre. La première qui est de dire, comme la justice est tellement lente, on aura gain de cause dans 5 ou 10 ans et il vaut mieux abandonner. Ce n'est pas l'option que nous avons prise. On a pris l'option de toujours se saisir des affaires et de continuer et d'avoir de bonnes relations avec le parquet, parce que si le parquet ne se saisit pas de nos plaintes, on ne peut rien faire. Ça fait à peu près 25 ans qu'on est sur le sujet de la répression d'exercice illégal. Là, le sujet s'en est saisi, donc on va vous raconter la suite. Mais je suis vraiment d'accord avec toi, Stéphane. C'est trop lent. Mais c'est vraiment à l'image, c'est ce que tu disais, Jacques, de notre justice qui est beaucoup trop lente pour des sujets beaucoup plus dramatiques que celui-là. Alors, pour ce qui concerne l'aspect judiciaire, et là, ça va vous montrer quand même qu'on réagit, c'est vrai. Après, il y a les juges qui réagissent aussi à leur façon. Et n'oublions pas aussi que ce délit est puis une peine dérisoire. C'est 1 an de prison, 15 000 € d'amende. Donc, c'est vrai que ça mobilise pas les foules, les services d'enquête. Donc, c'est pour cette raison qu'on a fait beaucoup de lobbying pendant des années pour essayer de faire avancer cette cause-là, qui n'était pas gagnée au départ. Puisque... On a eu rendez-vous avec un député là, bien connu, tous les deux, Charles de Courson, pour il y a 1 an à peu près, pour le sensibiliser à la faiblesse des sanctions et pour que les sanctions soient supérieures. Il nous a entendus, hein. Je ne dis pas que ça va arriver, mais en fait, option A, on abandonne, on ne fait plus rien. Option B, on continue de faire le job, de faire du lobbying, de voir des députés, de demander que les peines soient supérieures et on aura un gain de cause un jour. Il faut doubler la peine et doubler la peine, ça permet notamment de réaliser des confiscations et des saisies. En fait, c'est un petit peu compliqué, mais ça, c'est un autre aspect. Mais cette peine dérisoire, effectivement, nous handicape beaucoup. Bref, en tout cas, des condamnations, on en a eu des dizaines, voire des centaines. Bien sûr que c'est vider la mer avec une louche, mais néanmoins,
comme dit Virginie, il faut être là pour montrer qu'on est là. Et Dieu sait qu'ils sont quand même assez méfiants par rapport aux réactions de l'ordre et à la sanction judiciaire. Alors, sur le plan des affaires, globalement, entrée en douceur en 2017 pour Alain. Mais auparavant, c'était en 2009, Marc, donc on va les appeler Alain et Marc. Bon, voilà. Le premier, Marc, donc, a subi un rappel à la loi dès 2009, donc vous voyez, ça fait 15 ans, il a été rappelé à la loi. Donc c'était la première fois qu'il apparaissait sur les écrans judiciaires et les juges ont estimé qu'il fallait lui dire, écoutez, Marc, c'est pas bien ce que vous faites, il faut surtout pas continuer parce que sinon ça va se gâter. Bon, on est donc en 2009, déjà pour des faits d'exercice illégal. Le deuxième épisode, c'est des épisodes plus importants, et là on entre dans le vif du sujet. Donc Marc, rappelé à la loi en 2009, Alain en 2017 est condamné déjà pour exercice illégal, simplement une peine d'amende et une interdiction de gérer de 5 ans. On verra que les interdictions de gérer, ils s'en moquent puisqu'ils mettent simplement des gérants de paille à leur place. Un deuxième jugement, cette fois qui devient plus important, et c'est là qu'on s'est lié à la complexité des affaires, ça se passe en 2018 en fait, et on a eu le procès du siècle en matière d'exercice illégal, il faut bien le dire, puisque ça a mobilisé une chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris pendant 4 jours. Donc il y avait 5 illégaux qui étaient jugés, et 2 experts comptables complices. Deuxième aspect, effectivement, du problème, il y a la récidive et aussi la complicité des experts comptables, de certains experts comptables, qui, pour des raisons diverses, effectivement, se rendent complices de l'exercice illégal. Et là, ce n'était pas compliqué. D'une manière générale, ils mettent à disposition leur timbre, leur tampon, pour valider les bilans. Donc là, c'est comme ça que ça se passe. Le mode opératoire est très simple. L'expert comptable, tous les mois, touche une somme rondelette. Soit il touche 2, 3, 4 000 euros sans rien faire, soit il a des remboursements de frais. On les a reçus tous les deux. Hein. Ça fait donc à peu près 20 ans qu'on était ensemble à la commission de répression de l'exercice illégal. Soit ce sont des experts comptables qui ont 75, 80 ans, qui ont un enfant handicapé, qui n'ont pas une retraite complète. En fait, bref, des experts comptables, soit ils sont très jeunes, ils viennent de débuter, soit en fait, ils n'ont pas une carrière. Enfin, des experts comptables qui sont dans le besoin, vulnérables, en fait, voilà, et très vulnérables. Et je crois d'ailleurs sur cette affaire que j'avais fait un article 145. Alors, pour vous dire, un article 145, c'est lorsque on fait un contrôle surprise, entre guillemets, une descente de police, donc on débarque chez les illégaux, avec un huissier, avec un serrurier, avec un informaticien, avec une requête du tribunal qui nous permettent d'entrer comme ça. Et là, j'avais été stupéfaite de me rendre compte que c'était un vrai cabinet d'expertise comptable, entre guillemets, j'avais des clients qui attendaient dans l'entrée. Alors, j'étais arrivée, on m'avait expliqué qu'ils ne faisaient pas du tout de comptabilité. J'avais interrogé 1 ou 2 clients en leur demandant ce qu'ils faisaient là. Ils apportaient, ils venaient. Alors, c'était il y a 10 ans, donc il y a 10 ans, on apportait encore les pièces. Hein. Ils apportaient les pièces, etc. Bon, c'est parce qu'on a fait ce genre d'action que il y a en 2017 un début de truc, en 2018 le procès du siècle, parce qu'on arrive avec des données qui sont importantes. On avait saisi tout le fichier de comptabilité avec l'informaticien. Vous savez, ils ne veulent pas nous donner les codes, on rentre. Enfin bref, c'est toujours un petit peu un peu délicat à faire, et voilà le genre d'action que nous faisons. Et là, c'était vraiment de grande ampleur. Donc là, il y avait des experts comptables qui couvraient, hein, c'est ce qu'on appelle la couverture d'exercice illégal, et plus ou moins conscient d'être au cœur du système. Mais moi, je me souviens plus dans cette histoire, Jacques, est-ce qu'il y avait du blanchiment? Est-ce qu'il y a de la fraude dans Ah oui, bien sûr qu'il y avait du blanchiment. En fait, c'était une antenne de blanchiment et de fraude. Ouais, absolument, c'est l'objectif. Voilà, c'est la fraude fiscale et blanchiment. Non, mais c'est développé dans la. Oui, mais tu sais que le format, alors Jacques, tu pourrais passer toute la journée à nous parler de ça, mais le format, il est tout petit. Voilà. Donc, il est 47. D'accord. Bon. Alors, il y a tout ça pour vous dire que d'abord, les experts comptables étaient connus déjà, eux aussi, pour fraude fiscale. Nos 2 illégaux étaient connus pour d'autres faits, donc ils avaient déjà été condamnés, donc ce ne sont vraiment pas des enfants de cœur. Et ce jugement était rendu en marge d'une autre affaire qui concernait
qui concerne des marques et un des experts comptables. C'est une affaire de société de gardiennage qui impliquait des gens de l'Est, en fait, d'une mafia de l'Est. Et là, il y avait également beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. C'est une affaire qui avait été disjointe. Bon. Sur le mode opératoire dans cette affaire-là, c'est la mise à disposition effectivement de locaux. C'est l'inscription d'abord d'une société d'expertise comptable qui en fait n'est pas réellement une société d'expertise comptable, mais qui sert qu'à couvrir effectivement l'activité irrégulière. On a là effectivement le blanchiment légal, comme dit Michel, de l'exercice illégal qui se fait malheureusement par l'intermédiaire des sociétés d'expertise comptable fantoches, en fait, on va dire. Mais bon, l'ordre est très vigilant par rapport à ce problème. Une mini-pause, je réponds à Stéphane. Il faut savoir que très souvent, les clients ne savent pas que leur expert comptable n'est pas expert comptable. Je suis super d'accord, Stéphane, avec toi. Bien évidemment, c'est pour ça qu'il y a quelques années, à Bobigny, si tu y vas, tu verras, au tribunal de commerce, on a sur des écrans des messages qui sont vrais. Alors, c'est faux expert comptable égale vrai escroc. On essaye de communiquer comme on peut pour sensibiliser les chefs d'entreprise. Tariq nous dit, il y a des députés experts comptables. Oui, dans la dernière composition, on en avait 3. Je ne sais pas combien on en a. Peut-être on n'en a plus que 2, mais évidemment, on les sensibilise également. On était allé les voir il y a quelques années. Voilà, exactement, Véronique Louvagie. Je crois qu'elle a encore députée, elle est expert comptable. Stéphane, je ne sais pas pourquoi il me dit, en général, 20% du CA, je ne sais pas. Ah oui, d'accord, en gros, ils font de la fraude à la TVA. Ça doit être le truc de Stéphane. Et l'interdiction de gérer est facilement détournée. Oui, Tariq, je suis vraiment d'accord, mais en fait, oui, mais quand il y a quand même un jugement d'interdiction de gérer, c'est un jugement fort, quoi qu'il en soit, et oui, il est détournable. Mais soit on se dit que dès qu'il y a une sanction, elle est détournable, donc on arrête, soit on continue d'y aller. Et on continue d'y aller. Voilà, j'ai pris les petites questions. Vas-y, Jacques. Bon, sur cette grosse affaire, donc Marc a été condamné à 10 mois de prison ferme. Donc, vous voyez, il commence à y avoir de la prison ferme. 30 000 € d'amende, une interdiction de gérer de 5 ans. Alain, c'est 6 mois de prison avec sursis, une amende de 5 000 €. Donc, il y a quand même des sanctions qui sont, par rapport à la peine encourue, qui sont intéressantes. Et les experts comptables condamnés à 9 mois de prison avec sursis, mise à l'épreuve. Donc, c'est assez rigide aussi. Et 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de 2 ans pour le deuxième expert comptable. Donc, il y a quand même une réponse judiciaire. 20 000 € de dommages et intérêts attribués à l'ordre, donc c'est intéressant aussi. C'est plus compliqué pour les recouvrer, mais enfin, en tout cas, c'est très intéressant. Troisième jugement, puisqu'on continue, donc là, c'est le 28 janvier 2021 à Créteil, justement. Marc qui est cité pour faux usage de faux. Par un client qui a déposé plainte contre lui, puisqu'il avait accepté une vérification, enfin, un redressement fiscal, il avait accepté à la place du client pour éviter d'aller plus loin. Donc, le client a déposé plainte pour faux usage de faux et il a été condamné pour faux usage de faux et pour exercice illégal, 8 mois d'emprisonnement, sursis probatoire de 3 ans, amende de 20 000 €. Donc, vous voyez, il y a quand même des réponses judiciaires qui sont musclées, hein, malgré tout, par rapport à. On ne peut pas non plus enfermer les gens 10 ans pour des affaires d'exercice illégal. Et enfin, le quatrième jugement, c'est le mois d'août 2021. C'est Alain, cette fois, qui apparaît. Un client, encore une fois, qui dépose plainte, mais nous, on se joint toujours naturellement à la plainte du client. Absence de l'aide de mission, et puis réclamer des honoraires indus dans le cadre d'une vérification fiscale. Donc, ils assistent beaucoup leurs clients dans le cadre des vérifications fiscales. Et là, c'est vrai qu'on est un peu bloqué au niveau de la tutelle. Enfin, ce n'est pas la tutelle qui nous bloque, mais c'est que le client peut choisir son assistant, une personne pour l'assister dans le cadre du contrôle fiscal. Donc ça, ils sont assistés par des illégaux, donc c'est quand même fort de café, mais ils ont le droit. Alors, on a un petit slide de conclusion qu'on peut peut-être commencer en répondant aux questions. Vous voyez que là, sur cette affaire-là, il y a encore une 5e affaire. On y va, la 5e affaire. Alors, rapidement, la 5e affaire, c'est Alain. Alors, lui qui prend l'avantage, je pense, de manière définitive. Mais enfin, ce n'est pas fini non plus. Si on pouvait commenter un petit peu, c'est une sorte de match, en fait, entre les deux frères. Et on a une grosse affaire à Nancy, en fait. Là, on est dans le cadre d'une association de malfaiteurs avec des faits de travail dissimulé qui portent sur des millions d'euros qui ont été éludés au détriment de l'URSSAF. Et Alain est évidemment le comptable de cette galaxie de sociétés dans le travaux publics et bâtiments. Et il va être jugé dans quelques temps. On n'a pas le retour de cette affaire-là de Nancy. Donc, vous voyez, en plus, il s'exporte effectivement en province. Donc, ça aussi, c'est aussi une nouvelle problématique. Et puis, le 6e jugement, Alain, encore une fois, il est poursuivi. Il va être jugé dans 2 jours à Paris. Donc, si vous voulez, on est toujours derrière eux.
Voilà. Voilà. On est toujours derrière eux. La justice, là, c'est la justice. Il y a eu quand même de la prison, du sursis, de la prison ferme, des amendes. Enfin, alors, pourquoi l'ordre accepte des sociétés d'expertise avec des associés non experts comptables majoritaires, juste un OC pour droit de vote non présent? Alors, Isabelle, c'est une excellente question. Donc, une loi d'il y a quelques années permet que le capital soit détenu à 100% par des non-membres de l'ordre, mais 66% les membres de l'ordre pour les droits de vote. Donc, c'est la loi. Donc, l'ordre ne peut pas se soustraire à la loi. En revanche, lorsque, il y a quelques années, j'étais présidente du tableau de l'ordre et que ce mouvement commençait à se pointer vers, c'est à peu près il y a 10 ans, en 2016-2017, et qu'on a commencé à avoir des structures avec des non-membres de l'ordre dans le capital. Au tableau de l'ordre, nous recevons systématiquement toutes les sociétés qui s'inscrivent avec des non-membres de l'ordre dans le capital et nous interrogeons les experts comptables. Et nous les interrogeons surtout pour les sensibiliser à ce genre d'association pour les protéger. 97% des experts comptables le prennent bien et comprennent le danger. Certains reculent, beaucoup nous disent, alors maintenant j'ai plus les stats, mais beaucoup nous disent merci beaucoup, je ne savais pas que l'ordre servait à ça et donc je ne m'associe pas avec un non-membre de l'ordre. Ça marche et puis d'autres veulent tenter l'aventure. D'autres que je reçois 2, 3, 4 ans après. Je ne sais pas si vous avez suivi les premiers épisodes de ces petites séries de 8h30, mais on avait le premier épisode, c'était un témoignage avec Chou, que j'avais reçu en tant que présidente du tableau de l'ordre, en lui disant attention, vous mettez vos doigts quelque part où ça peut être compliqué. Et 3-4 ans après, ça a été très très compliqué pour elle, évidemment. Enfin, c'était très compliqué sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Et elle était venue en témoigner. Donc, on fait ce job de prévention, mais nous n'avons pas la possibilité de l'interdire. Quoi qu'il en soit, nous avons dans l'article 31 de notre ordonnance une obligation de surveiller le tableau et donc nous allons après visiter, ça s'appelle un contrôle ponctuel qui n'est pas du tout un contrôle qualité. Le contrôle qualité est très confraternel, le contrôle ponctuel n'est pas confraternel et nous allons contrôler si l'expert comptable fait bien le job qu'il a à faire. Voilà, il est 55, on a encore 5 minutes, on répond à toutes vos questions. Et puis, si tu veux nous faire... Alors, Isabelle nous dit, à chaque fois que j'ai rencontré cette structure, le C n'était pas présent. Eh bien, Isabelle, vous allez sur le site comptable-illégal.fr, vous nous envoyez un petit signalement et on fera le boulot. Vraiment, attention, aujourd'hui, les tribunaux sont bien plus sévères avec les experts comptables qu'avec les non-membres de l'ordre lorsqu'il y a ce genre d'affaires devant les tribunaux. Alors, les clients ne savent même pas qu'il existe un annuaire pour vérifier s'ils ont affaire à un expert comptable ou pas. Je suis vraiment d'accord, Nancy, mais c'est à nous aujourd'hui de prêcher la bonne parole. Nous, experts comptables, en expliquant que notre activité est réglementée, souvent ils l'ignorent, et de leur donner comme premier réflexe d'aller contrôler le tableau de l'ordre. Antoinette, bonjour, avec l'arrivée des fonds au capital, il va être difficile de limiter le nombre d'associés non diplômés. Oui, en fait, l'objectif, Antoinette, n'est pas de limiter le nombre d'associés non diplômés. L'objectif est de s'assurer, que l'expert comptable, que le diplômé inscrit à l'ordre, parce qu'il ne suffit pas d'être diplômé, il faut aussi être inscrit à l'ordre, que le diplômé inscrit à l'ordre fasse son job de supervision. Et c'est ça la vraie difficulté et c'est ça la vraie question. Quand un client prend un cabinet d'expertise comptable pour travailler avec lui, est-ce que l'expert comptable fait le job de supervision? C'est la vraie question. Et lorsqu'il y a un problème, eh bien, c'est ce que nous regardons en premier. Après, j'ai effectué plusieurs... Alors, oh là là, alors là, j'ai les questions qui sont parties. Je remonte un peu dans le fil. Voilà. Stéphane, j'ai effectué plusieurs signalements de couverture et 20 ans après, ils sont toujours présents. Ben, Stéphane, tu peux nous envoyer, si tu veux, un message en privé. On va regarder le dossier. En fait, nous portons plainte lorsque le dossier est vraiment
détaillé, argué, complet. Donc, on a besoin de copies de factures. Vous comprenez en fait qu'aujourd'hui, la juridiction pénale est surdébordée avec des meurtres, des viols, enfin je vous la fais courte, enfin, voilà, des trucs très 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 graves. Nous, on n'est que grave. Ce qui fait que si notre dossier n'est pas complet, en fait, il passe à la trappe. On a besoin d'avoir des dossiers complets. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous toutes les pièces. Et parfois, nous avons des dossiers que nous stockons sur la garde de triage. Et en fonction de ce qu'on nous donne comme plusieurs experts comptables peuvent nous signaler, on prend les pièces de l'un de l'autre et au bout de quelques années, on a un dossier complet et là, on porte plainte. Et c'est comme ça qu'on fait pour être efficace et avoir ce genre de procès comme on vient de vous le dire. Ensuite, merci pour vos efforts, Tariq. Ça, c'est sympa, des petits mots d'encouragement. C'est sympa parce que là, depuis le début, on était un peu malmenés. Mais vous voyez qu'on fait ce qu'on peut. Nathalie, merci pour ces webinaires d'information, mais merci également pour vos efforts. Je ne sais pas quelle heure il est. Ouais, il nous reste 1 minute. Un petit mot de conclusion, Jacques? Non, mais de conclusion, c'est que chaque procès, en fait, est une victoire, parce que ce n'est pas évident d'arriver à faire juger les gens. Il y a un processus complet. On pourrait d'ailleurs faire un webinaire sur le procès pénal en tant que tel, qui démarre du fait jusqu'au jugement. Donc, par rapport aux 3 ou 4 jugements qu'on avait par an dans les années 2000, je trouve que les choses ont bien évolué. Ce n'est pas l'autosatisfaction. Mais enfin, il y a toute une équipe qui se bat pour obtenir des résultats. Et les résultats sont là, tout en sachant qu'il y a un certain nombre de résultats qu'on ne peut pas obtenir. On ne peut pas allonger les peines et condamner les gens nous-mêmes. Voilà. Donc, mais enfin, on est quand même. L'ordre ne lâche rien, en fait, dans ce domaine-là, parce qu'elle a une mission institutionnelle à travers l'article 31 de son ordonnance qui l'oblige quelque part à s'occuper de la comptabilité sur sa zone de compétence. On se retrouve, si vous voulez bien, le 22 octobre avec, on va dire, le best-of. Je serai accompagnée du président de la commission de répression d'exercice illégal, Michel Bodanovic, pour répondre à la question « Mais que fait l'ordre ?» Merci à tous de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.